sur consolidation rapprochement, quels impacts et opportunités pour les investisseurs. Alors j'ai le plaisir en fait d'avoir sur le plateau trois personnes que je connais bien depuis un certain temps, qui sont des gens qui vont pouvoir témoigner sur différents axes, et proposer ceci, et puis fort de l'expérience, puisqu'on a aussi également des entrepreneurs dans l'âme. Donc je commence par François Bouclier, qui est directeur de l'offre clearing chez New Edge. Euh, Ensuite, dans l'ordre, Éric Pinon, qui est directeur général délégué d'Acer Finance, mais également président de la commission des sociétés de gestion entrepreneuriale à l'AFG. Et ensuite, on a Denis Baudouin. Denis Baudouin qui est président de Finatis. Je n'ai pas fait d'erreur. Alors, pour traiter effectivement de la thématique, je vous propose, parce que consolidation et rapprochement, c'est d'abord s'attarder peut-être sur le pourquoi d'une consolidation et rapprochement. On en parle beaucoup. Pour ma part, ça fait quand même plusieurs années en fait, qu'on entend parler de sociétés de gestion en difficulté, et difficulté par rapport, je dirais, à une concurrence, difficulté évidemment par rapport à des petites tailles, beaucoup de choses évidemment un peu dans le désordre. Je pense que c'est intéressant de s'arrêter sur principalement trois axes, puisqu'il y a vraiment finalement trois conséquences qui mènent à cette réflexion ou à cette logique de consolidation, de rapprochement. Premier axe sur lequel on peut parler de réglementation, de contraintes de place, de vision de l'Europe. Et on peut parler là notamment d'AIFM, de BAL, Solvency, etc. C'est un premier axe de lecture. Deuxième axe qui est la lecture par le marché, par la concurrence. Là, on s'attarde sur les notions de baisse de marge. On peut le constater. Ça, je pense que Eric pourra même nous éclairer sur les statistiques, les baisses de marge du secteur. Et enfin, un troisième axe qui est plus ou moins lié avec cette histoire de réglementation, mais que je différencie volontairement, qui est la modernisation des circuits, échange d'informations, mesure des risques, qui est assez technologique finalement, parce qu'il ne faut pas oublier que les sociétés de gestion doivent être équipées en fait d'un minimum de circuits d'information, de technologie pour pouvoir communiquer, et particulièrement si on zoomera sur la partie EMIR, pour lequel New Edge évidemment est un acteur important. Je vais d'abord tourner vers François pour parler évidemment donc, de cette modernisation des circuits d'information. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et plus particulièrement sur la partie émir, de quoi s'agit-il? Parce qu'on entend beaucoup parler, mais je pense qu'il y en a qui sont très intéressés pour savoir qu'est-ce que c'est que cette bestiole et évidemment quel enjeu. Merci. Bah, cette bestiole, c'est un peu le résultat, je dirais, d'une situation qu'on a créée nous-mêmes en tant que participants. Donc on remonte un peu à 2008, si vous voulez. Alors la faillite Lehman est un peu l'événement phare, mais on parle quand même d'une crise à la fois bancaire et financière. Et à partir de là, nos hommes politiques se regroupent au G20 de Pittsburgh, qui je crois était extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils l'ont organisé rapidement, pour se mettre d'accord sur un certain nombre d'objectifs pour éviter que ce qui s'était passé se passe à nouveau. Et puis on était quand même passé relativement proche du ravin. Donc ces objectifs sont relativement logiques. Le premier, c'est apporter de la transparence sur les transactions, savoir qui fait quoi, c'est la première des choses. La deuxième, c'est légiférer sur finalement le provisionnement en fonds propres pour que finalement chacun ait une activité à hauteur, je dirais, de la taille de ses capitaux. Et enfin, réduire autant que possible le risque de contrepartie et de façon plus large le risque systémique, c'est-à-dire éviter qu'un effet domino se passe, ce qui aurait pu se passer au moment de la crise de 2008, 2007, 2008, 2009. Donc c'est le cadre général, les objectifs sont relativement définis. À partir de là, le dossier en Europe est confié, ou je dirais la réglementation EMIR arrive sur l'Europe, Dodd-Frank aux États-Unis, et l'ESMA en Europe est en charge, si vous voulez, de mettre en place un certain nombre de réglementations. Donc la première, c'est obliger les gens à valoriser et à reporter leurs transactions pour vraiment rendre compte de qui fait quoi, à hauteur de combien. Ensuite, un certain nombre de mesures comme la compression des boucles, la résolution des disputes, qui obligent en fait finalement à réduire les zones de frottement possibles entre les différentes contreparties. Et dernièrement, et plus je dirais impactant, la collatéralisation des transactions. Donc aussi bien il y a une partie des transactions OTC qui partent vers les chambres de compensation, donc ce sur quoi nous travaillons chez New Edge. Et donc vous retrouvez en fait des swaps de taux qui sont compensés auprès de chambres de compensation avec des appels de marge de l'IMR. Et puis ce qui reste en bilatéral, d'ici 2015 a priori, sera également sujet à collatéralisation. Alors
juste en 2 mots les impacts. Bien sûr, tout ça a un coût, le coût de l'implémentation, aussi bien en temps, en humain, en système, le coût de la compensation pour ce qui partira sur les chambres de compensation. Et puis plus important, le fait que les besoins en collatéraux vont augmenter. Et ça, c'est quelque chose que chacun doit anticiper, je dirais, dans sa propre boutique. Mais il y a en contrepartie des avantages. Euh, le principal avantage, c'est d'une part qu'on a une standardisation des produits qui apporte de la liquidité, et qui dit liquidité dit réduction des prix. Et deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment, et c'était un peu le but de l'opération, qui plus est avec la ségrégation des comptes auprès des chambres de compensation, il y a la réduction du risque de contrepartie. Et si vous voulez, quand vous traitez un swap, la partie crédit spread n'a plus raison d'être, vu que votre contrepartie, le swap dealer, ne peut plus dire moi je suis un gros player, vous êtes un petit player, je vais vous charger un crédit spread, ça n'a plus lieu d'être. Donc il y a du pour et du contre. Et en termes de timing, aujourd'hui, on en est où? Il y a une compréhension ou pas de l'enjeu? Oui, il y a une compréhension forcée. En fait, le reporting, comme vous savez, tout ce qui est aussi bien OTC que dérivés listés, doit être reporté auprès des Global Trade Repositories. Et il n'y a pas eu de décalage ou de rééchelonnement des échéances. Donc on parle du 12 février 2014. Donc j'imagine que tout le monde est au courant. Pour ce qui est de la compensation, alors c'est nouveau pour certains, la compensation des produits OTC. Cela étant, ça existe depuis longtemps sur des produits comme l'énergie, et également sur les swaps de taux. Mais sur les swaps de taux, c'était plutôt, je dirais, les swap dealers qui, entre eux, travaillaient sur ce mode opératoire. Et quelque part, ces nouvelles réglementations obligent à une ouverture du marché. Donc on a à peu près 3 vagues, rapidement on a 3 vagues de clients, je dirais, ou de contreparties. On a les premiers qui ont finalisé, qui se sont dit quoi qu'il arrive, nous on a un book important, on veut finaliser tout ce qui est la compensation auprès des chambres, et ils sont actifs, enfin ils clear si vous voulez, auprès des chambres de compensation. On a une deuxième tiers, je dirais, qui sont en phase finale d'implémentation de leur système aussi bien de reporting que de compensation, pardon. Et puis une troisième vague qui est plus pas forcément en retard, mais qui est plus dans l'observation, en disant c'est bien gentil tout ça, mais comme il y a des choses qui restent encore à définir, ils préfèrent attendre de voir exactement comment ça va se passer, et ils reportent un peu leurs décisions. Et à ces gens-là, la seule chose que je conseillerais, c'est de s'assurer que l'impact de l'augmentation des besoins collatéraux ne va pas être trop important chez eux. L'ouverture d'un compte de clearing reste relativement simple. Merci pour cet éclairage. Du côté en fait plus statistique, observation en fait des chiffres. Et là, je me tourne du côté de l'AFG. Est-ce qu'on observe véritablement des difficultés de société aujourd'hui qui, même si on le sait, hein, c'est toujours difficile de dire je veux vendre, je veux abandonner un projet entrepreneurial, mais déjà en termes d'observation, est-ce qu'il y a aujourd'hui je dirais, des éléments qui montrent que cette consolidation est de toute façon inévitable? Et est-ce qu'il y a des mouvements? À part quelques opérations qu'on a pu observer en 2013, c'est encore très peu. Alors, tout d'abord, ce que tu évoques, Jérôme, pour compléter ce que Jean-François Abbé a dit à l'ouverture ce matin, on est de plus en plus de sociétés de gestion avec un marché qui, comme ça a été avoué gentiment par les institutionnels, est en fait un problème de produit d'offre qui ne correspond pas à la demande. Tout le monde est en obligataire avec des réglementations en France, là où toutes les brillantes sociétés de gestion qui nous offrent des cupcakes ou je ne sais quoi ce matin sont en action. Donc, résultat des courses, malgré ce qu'on pouvait espérer avec une remontée des marchés actions, touchons du bois pour que les quelques jours qui restent, ça fait 2 ans que le marché actions monte. Les résultats et les chiffres, je complète donc le tableau qui a été fait tout à l'heure, c'est plus de 26% des sociétés de gestion en France qui perdent de l'argent en 2012, et ce chiffre devrait être assez stabilisé pour 2013, d'après ce qu'on me dit ou les informations que j'ai, ce qui est dommage, parce qu'on pensait que le rebond des marchés allait, entre guillemets, faire augmenter les résultats. En préparant cette réunion, je posais la question hier à un acteur conseil qui me disait qu'une des raisons, c'est que la course à l'embauche de compétences a poussé dans un monde que l'on croit est un monde où on gagne plus d'argent qu'ailleurs, à des niveaux de rémunération qui ne sont pas raisonnables ou qui ne sont plus raisonnables. Alors à tel point qu'on n'est pas encore dans le football, mais on a effectivement des règles, pour revenir à ce que tu viens de dire, sur AIFM ou sur UCIT 5, qui pourraient plafonner à 100% les bonus, par exemple. Enfin, le sujet est en cours. Donc on est avec une situation où là aussi, ça a été dit dans la table ronde précédente, 46% des sociétés de moins de 3 ans perdent de l'argent en 2012, donc 26% au total, 46% dans les nouveaux. Donc là, les fonds propres sont nécessaires. Je dis ça devant mon ami Alain qui
à une époque, dans une maison qui nous reçoit en partie, vantait les mérites des fonds propres de son projet ou du projet de la Française à l'époque. Attention à ne pas se tromper non plus, parce que plus on va monter les fonds propres, plus les autorités vont vouloir qu'on mette des fonds propres. Donc, est-ce que les autorités, évidemment, vont aller dans ce sens-là? Parce que c'est un peu la non, difficulté de l'exercice. je crois que ce qui nous sauve, petit comme grand, donc moi j'ai la lourde tâche d'être le petit, effectivement, au sein de l'AFG ou dans les discussions avec l'AMF, c'est que les filiales, je rappelle, et là je dis ça par rapport à la table ronde de ce matin, nous avons été les pionniers des sociétés de gestion, puisque la loi date du 2 août 89 et que les grands, les Amundi, les AXA et j'en passais des meilleurs, nous ont rejoints en 96 avec la loi MAF. Donc on avait 7 ans d'avance sur eux. Donc on est des entrepreneurs qui avons été défricher un terrain assez moderne en termes de choix. Pour revenir à ta question, non, je ne crois pas que les autorités vont progresser. Par contre, et on va revenir à cette question de consolidation-rapprochement, je pense qu'on est par rapport à la table ronde de juste avant, dans la phase 2, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir un projet, tout le monde peut croire que son projet va voir le jour, va réussir. Et comme tu le dis, c'est toujours difficile quand on a fait un premier choix de dire bon bah tiens c'est dommage, il faut peut-être partir à autre chose. Alors pour reprendre la boutade de ton président tout à l'heure, si on prenait pas de risque on serait pas marié, et le pire est ceux qui se remarient. Donc si on prenait pas de risque on créerait pas de société, mais le pire c'est peut-être de pas envisager d'en faire une deuxième ou une différente de celle qu'on a malheureusement pas réussi. Et là-dessus, moi, ma position est très claire. Je suis assez content d'ailleurs qu'elle ait été évoquée par beaucoup de gens depuis ce matin. C'est que si on prend le thème, même si je suis toujours un peu hésitant en France d'avoir des titres en anglais, mais Emerging Manager Day, manager ne veut pas uniquement dire technicien de la gestion produit. Manager, ça a été dit plein de fois, c'est un technicien de la gestion société, puis c'est un manager d'hommes, puis c'est effectivement un technicien de produits. On va y venir aux recommandations. Bien sûr. Mais je crois, pour revenir à ta question, et je boucle sur ta première question, aujourd'hui on a la chance d'avoir une autorité française, donc l'AMF, qui elle-même est sanctionnée par des autorités supérieures, l'ESMA en particulier, au niveau européen, et donc ils comprennent, parce que ça leur arrive, que imposer des règles qui sont difficilement applicables, c'est pas simple. Donc ça les calme un peu, enfin si je peux me permettre de dire ça, et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Denis, toi tu as un poste d'observation tout à fait intéressant, puisque dans ton activité, tu as accompagné pas mal, je dirais, d'émerging, hein, même si ça ne s'appelait pas Eric. Donc d'émerging, voire de cocooning de sociétés de gestion. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un risque parce que l'offre n'est pas adaptée? Qu'est-ce qu'on peut observer? Bonjour. Alors effectivement, nous, au cours de notre finalement pas si brève histoire, 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, on a accompagné 10 sociétés de gestion et on les a prises effectivement au stade de l'embryon, équipe de gestion financière, persuadée d'avoir un processus d'investissement de qualité et un savoir-faire susceptible d'intéresser un client. Mais une connaissance assez faible en général de ce que veut dire la gestion pour compte de tiers, la plupart venant de comptes propres, de banques, et une connaissance quasi nulle de ce que voulait dire gérer un client. Bon. Alors il est vrai qu'on a toujours tendance à parler de société de gestion. Nous on militerait bien pour qu'on appelle ça société opérationnelle commerciale de gestion. Alors c'est un peu lourdingue, ça fait un peu soviétique comme nom, mais ça permet de figer les choses et de bien dire qu'une société de gestion, ça s'appuie sur 3 pattes. Une capacité d'organisation très importante, une capacité commerciale de conviction et de répondre à des besoins qui sont exprimés par des investisseurs qu'on ne connaît pas forcément ex ante, et puis évidemment un savoir-faire de gestion financière et une compétence particulière. Il est extrêmement rare que le premier jour, vous ayez les 3 composantes, ne serait-ce que parce que souvent ces 3 composantes sont incarnées, personnifiées par des gens différents. Voilà, donc ce qu'on a observé nous dans les 10 expériences auxquelles on a contribué et qui ont été majoritairement des échecs, c'est qu'il manquait au moins une de ces composantes et généralement 2 de ces composantes. Il fallait au moins qu'il y ait la gestion financière. Alors qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On n'observe pas un tarissement du nombre de projets, on observe une évolution des motivations qui conduisent des personnes à vouloir créer leur société de gestion. Ce sont souvent des motivations défensives. Je suis sorti d'un groupe et je veux refaire quelque chose.
C'est un peu défensif. Bon, dans un monde où il y a déjà plus de 600 sociétés de gestion en France et pleines très spécialisées, c'est un peu compliqué et c'est certainement pas suffisant. Bon, la plupart des sociétés de gestion aujourd'hui ont une offre très ciblée sur un process, sur une typologie de clients et dans un pays, très souvent en France, la France. Ça, c'est mort comme modèle. Le mono, c'est mort. Qui aujourd'hui, en restant mono, peut dire dans 10 ans, je serai encore là, sans même prendre en compte, sans même intégrer potentiellement l'âge des dirigeants qui peut les pousser à réfléchir à ce qui va venir après eux, en fait. Donc 600 sociétés de gestion, dont plus de 400 sont largement mono, c'est beaucoup trop. Et il est assez vraisemblable qu'on va connaître, qu'on va connaître un mouvement de rapprochement, au moins pour des raisons défensives. Et je militerai tout à l'heure pour une raison offensive, une raison positive de regroupement. On va connaître des regroupements comme ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années de l'autre côté de l'Atlantique, dans une profession qui existe là-bas et qui a maturé 20 ans avant la nôtre. Hein, puisque Eric le rappelait à l'instant, les premières sociétés de gestion en France, 89, les sociétés de gestion en tant que telles aux États-Unis, c'est les années 60. Donc elles ont mécaniquement 20 ans d'avance sur nous. Et il est extrêmement intéressant, ça nous apprend énormément de choses de regarder ce qui s'est passé au cours des années 90 aux États-Unis, avec un tissu d'une extrême richesse, comme la France. La France est proportionnellement à sa taille un pays d'une extrême richesse d'offres de gestion, d'extrême pauvreté de demande de la gestion, hein, et de faibles rencontres entre cette offre et cette demande. Alors j'ai entendu dans la matinée CAP à l'international, c'est aussi une façon de bridger ce problème, hein, de réconcilier ces deux-là. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis, on en reparlera si vous le souhaitez, mais c'est clairement des rapprochements entre sociétés de gestion, j'ose pas dire des rapprochements entre égaux, mais c'est des agrégations de sociétés de gestion, ce n'est pas forcément des take-overs, des rachats, des choses comme ça qui s'est produit, mais c'est en tout cas des regroupements de sociétés de gestion pour faire masse et mieux répondre à une demande qui s'institutionnalisait ou qui s'intermédiait vis-à-vis des clients privés avec un niveau de professionnalisme qui montait extrêmement violemment. Voilà. Il y a quand même d'énormes parallèles, d'énormes similitudes avec ce que nous vivons depuis quelques années en France et en Europe continentale en général. Parce que ces micros, tu vas les garder une note d'optimisme, parce que tu me parles de 20 ans. Est-ce qu'il faut vraiment attendre 20 ans on peut être là en 2034 mais... Non, alors c'était simplement pour dire que, en fait, ce que nous pensons qu'il va advenir en France et en Europe continentale, hein, parce que la France n'est pas seule, même si elle est emblématique de cette richesse, puisqu'il n'y a pas d'autre pays en Europe continentale où il y ait un tissu aussi riche, aussi vascularisé de sociétés de gestion, d'offres de produits de gestion. Ça n'existe pas en Europe continentale. Pour avoir l'équivalent, il faut traverser la Manche, et chacun le sait, le UK, ce n'est pas l'Europe. Ils sont beaucoup plus proches du modèle américain, et en termes de maturité, beaucoup plus proches de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc non, on ne va pas attendre 20 ans. Il va se passer ici, à notre avis, quelque chose qui ressemble à ce qui s'est passé il y a 20 ans aux États-Unis. Alors ces choses portent des noms. Ça s'appelle AMG, par exemple, pour ceux d'entre vous qui sont familiers de l'environnement américain. Donc un regroupement de sociétés de gestion, d'agrégateurs, ça s'appelle Envest, ça s'appelle Northern Light, ça porte un certain nombre de noms, Apollo pour d'autres. Il y en a plus d'une vingtaine sur le marché américain qui sont en fait des agrégateurs de sociétés de gestion qui, tout en gardant leur identité, ça c'est très important, en préservant leur savoir-faire, donc sans intégration, deviennent des membres libres d'un groupe qui fait masse et qui a une crédibilité vis-à-vis d'investisseurs qui requièrent des niveaux d'investissement et des tailles que chacune d'entre elles ne peut pas offrir. Voilà. Alors, la différence essentielle, hein, c'est que vous rajoutez un zéro aux États-Unis. Hein, donc 15 milliards de dollars, vous êtes une boutique. Hein, le président de Neuberger Berman aux États-Unis me disait il y a 3 mois, je suis une boutique. Il gère 250 milliards de dollars. Bon. Donc il y a une différence, mais la logique est la même. On retire un petit zéro sur les frais de gestion, hein, parfois.
On déplace la virgule aux États-Unis aussi, hein. Et oui, parce que tu as le micro, en fait. Donc, moi, je veux bien y croire, en fait, regroupement, mais aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a quand même, à mon avis, on a beaucoup d'acheteurs, hein. C'est ce qu'on observe, hein. Si on a un marché, on parle d'ego, on parle d'humain. C'est pas évident, évidemment, d'accepter à un moment donné, évidemment, de quitter son enveloppe d'entrepreneur. Euh, L'AFG a un poste d'observation, à mon avis, tout à fait idéal et doit certainement avoir beaucoup de coups de fil dans ce sens-là, mais il y a très peu finalement de gens qui finalement se disent bon, je vais aller jusqu'à ce cap-là et puis le cap prochain, je peux pas le rafraîchir, j'ai intérêt à me regrouper, etc., etc. Alors, je pense effectivement qu'on est, je rejoins ce qui vient d'être dit par Denis, on est dans une situation où on va être obligé de le faire pour essentiellement trois raisons. Deux ont déjà été évoquées depuis ce matin. La première, c'est que les réglementations qui sont imposées à notre circuit principal, qui sont les institutionnels français pour les asset managers, c'est la taille, hein, on a entendu ce matin, à moins de 50 millions. Alain a rebondi en disant à Natexis, c'est bien de faire des tickets de 3 millions, et on a tout de suite précisé que c'était le private equity qui faisait ça et pas les instituts. Donc 50 millions pour une société qui démarre, le ratio d'emprise, même si Jean Hérault, suite à des travaux qu'on fait ensemble à l'AMF, a relancé l'AFG, enfin la charte AFG F2I, a relancé le problème du ratio d'emprise. Je rappelle que moi, ça me fait toujours rigoler. Le ratio d'emprise, on en parle tout le temps, et tous nos clients institutionnels ont des fonds dédiés où ils sont à 99,99% d'emprise sur le fonds. Donc, il faut arrêter de me parler de ratio d'emprise sur les fonds ouverts. Je vous rappelle qu'en France, un fonds dédié est forcément un fonds ouvert, même si on y met des barrières à l'entrée. Enfin, tout ça pour dire que les règles peuvent évoluer. Le deuxième point qui fera que... Donc problème de taille, on est tous avec des très bonnes idées et on est tous butés face à ça. La deuxième raison, c'est ce qui a été dit, hein, on a cité plusieurs fois mon cher confrère que j'ai le plaisir de présider dans la SGE, qui est Édouard Carmignac, avec ses 57 milliards ou 56 milliards, je ne sais pas combien il est aujourd'hui. N'oublions pas que moins de 20% de ses actifs viennent de France. Tout le monde l'oublie, tout le monde oublie de le dire en tous les cas. Et ça, je crois que c'est un point important. Je sais qu'Eric Elderley est invité ce soir à la dernière table ronde, mais je crois que donc l'international va nous obliger à passer à la taille. Par contre, et là on en arrive à ce que j'évoquais en boutade sur les derniers propos de Denis, c'est qu'il ne faut pas que nos égos croient qu'on est encore avec des chiffres de tarification, de frais, qui sont ceux que d'aucuns d'entre nous ont connus à l'époque des sociétés de bourse ou des ex-agents de change dans lesquels nous avons travaillé les uns les autres. Je rappelle pour les plus jeunes d'entre nous qu'on faisait du brokerage à l'époque à 0,75 ou à 75 basis points, comme on dit dans le monde moderne. Nous sommes aujourd'hui à 5 basis points, donc ça a été divisé par beaucoup. Et quand on lance une SGP, quand certains d'entre nous lancent une SGP, ils croient encore qu'ils peuvent facturer entre 3 et 4% les frais de gestion de leurs clients. Bon, c'est bien, je pense qu'il y a une limite, la limite étant la concurrence. Donc tous ces éléments-là vont pousser à la consolidation et au rapprochement. Et je reviens à ta question, est-ce que l'AFG en voit, est-ce que l'AFG est au courant de dossier? La réponse est oui. Par contre, ce qui est très difficile pour nous, c'est de passer ces messages qui ont été évoqués. C'est qu'un bon projet, un bon gérant, je prends toujours ce parallèle avec la restauration, ce qui justifie mon petit poids, mais un bon cuisinier n'est pas forcément un bon vendeur de plats. Deux des meilleurs cuisiniers du monde, M. Gagnère et M. Vera, ont déposé le bilan de leur société parce qu'ils ne savaient pas gérer. Ils avaient un ego qui faisait que les clients commençaient à en avoir marre de se faire engueuler parce qu'ils n'appréciaient pas les plats. Et les plats étaient au demeurant les très très bons plats. Donc attention, messieurs, mesdames les gérants, la gestion c'est bien, la commercialisation c'est mieux, et le mixte des trois est bon. Et comme je te l'ai dit, Jérôme, je ne dis pas ça pour faire du marketing de ta maison, mais je crois que l'avantage des projets comme NextAM par exemple, c'est que sur le troisième pilier, qui est celui de la réglementation du secrétariat général, on va appeler ça comme ça, les projets d'incubation, d'adossement, peuvent être outsourcés. Alors je sais que vous avez des confrères cités ce matin qui commencent à le faire, hein. La financière de l'échiquier l'a fait, même si elle a par ailleurs racheté une de vos participations, mais elle fait aussi un peu d'incubation. Je crois que c'est bien que nos confrères comprennent que s'ils veulent être gérants, qu'ils soient gérants, mais qu'ils osent partager le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, avec des commerciaux et avec des secrétaires généraux. À l'inverse, s'ils sont que commerciaux, et certains dans la salle
que je connais bien, cherche des bons gérants. Et moi, je trouve que le projet Sagis qui a été évoqué juste avant nous, c'est peut-être le bon avenir pour faire réfléchir la consolidation et le rapprochement. C'est j'ai du client et je vais chercher de la gestion. Et beaucoup, depuis maintenant 10-15 ans, ont eu des bonnes idées de gestion en oubliant qu'il fallait chercher le client avant. Merci. Pour conclure, parce que je pense qu'il y en a qui aimeraient bien consolider leur estomac. Donc, pour conclure, qu'on entreprenne, on va dire, de créer une société de gestion ou qu'on entreprenne en imaginant consolider ou racheter un confrère ou autre, quels seraient vos conseils respectifs parce que j'entends finalement beaucoup de bon sens là-dedans. Moi, ça me va très bien. Hein, c'est quelque chose que l'on pratique tous les jours. Mais voilà, pour le mot de la fin, vous qui êtes dans des métiers un petit peu différents, observations différentes, quel est le mot de la fin pour le conseil pour ces gens qui veulent entreprendre sous ces deux formes, que ce soit une nouvelle histoire, nouvelle société ou une nouvelle société par consolidation? Sans vraiment répondre à cette question, excuse-moi Jérôme, parce que je ne veux pas rentrer dans un domaine qui est trop technique et je laisserai mes amis finir et répondre à cette question. Juste un avis ou un sentiment, c'est que finalement toutes ces réglementations qui arrivent, ça me fait penser à ce qui se passe aussi bien dans la chaîne alimentaire, ce qui se passe dans la téléphonie, ainsi de suite. Et je pense que même s'il y a un a priori un peu négatif au départ, c'est beaucoup de travail, c'est des coûts supplémentaires. Je pense qu'au final, ça bénéficiera à tout le monde dans l'industrie. Et pour ce qui est de la gestion, j'ose espérer que ça ramènera finalement les clients vers ce type d'investissement et de gestion de leurs avoirs. Merci. Pour conclure, moi je pense qu'il y a une phrase qu'on néglige de rappeler, c'est qu'il vaut peut-être mieux avoir peu de beaucoup que beaucoup de peu. Et donc l'idée de fond, c'est, comme c'est le cas, et je suis content d'ailleurs qu'Emergence, j'en ai parlé avec Alain Leclerc, se positionne sur le redémarrage. Cet après-midi, on a un jeune entrepreneur, Olivier Joannet, qui va parler de sa maison. Donc je suis très content. Jeune. Très jeune. Mais non, c'est pas de l'humour. Très jeune. Donc, au moins sur sa Il est là structure. Il est pas là Il vient de sortir, mais peu importe. Donc on est dans une situation où je crois que le point important, 2014, pour moi, n'est pas ou n'est plus SGP qui veut. Et si on veut réussir, si on veut s'implanter, si on veut continuer à convaincre, et si on veut, et la F2I, Jean Hérault, je peux le dire pour en parler souvent avec lui, veut aider les petits qui démarrent, il faut effectivement qu'on prenne le risque de partager un peu le gâteau avec d'autres partenaires et pas de croire, comme ça a été dit par la dame de Natexis tout à l'heure, elle dit on passe pas d'une table de marché à une gestion, une gestion d'actifs, comme disait Denis, à une gestion de passifs de la même façon. Et tous ces éléments-là, c'est ce que 2014 et peut-être 2015, malgré des bons comportements de marché, vont nous amener à faire, avec un point essentiel, c'est que ça c'est peut-être la seule bonne nouvelle pour ceux qui ont lancé des produits à risque, entre guillemets, c'est que le rendement sans risque ayant disparu, on va quand même avoir des clients qui vont reprendre un peu de risque, on déplaise à nos politiques et à Madame Karine Berger qui nous a peut-être aidé. Alain a fait la liste exhaustive des bonnes aides. Je crois qu'en France, rappelons les chiffres, le patrimoine français, alors là on parle souvent ici dans ces réunions de B2B, sous-entendu de l'institutionnel qui est un bi intermédiaire et du CGPI qui est également un bi intermédiaire. Mais le si final, 78% des actifs des Français sont en immobilier et sur les 22% qui restent, vous avez quasiment plus de la moitié qui est en contrat en euros ou en livret A. Donc ça fait quand même des masses qui, un jour ou l'autre, si elles revenaient sur notre métier, permettraient de développer notre business. Denis, très rapidement, parce qu'on a tous très faim. Trois points. De toute façon, je suis incapable d'en faire un quatrième. Je l'aurais oublié en commençant. Donc, le premier point, c'est qu'il ne faut pas croire que parce que le ticket d'entrée ou le ticket de survie d'une société de gestion est bas, ça ne coûte pas très cher de créer une société de gestion. On est dans une industrie qui reste à faible intensité capitalistique et le coût d'entretien est bas. Il ne faut pas croire que parce que c'est bas, que tout projet va fonctionner et perdurer et a fortiori s'épanouir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une autorité de tutelle a toujours raison. Et la troisième chose, c'est qu'un client a toujours raison. Et il se trouve que tant l'autorité de tutelle que les clients envoient des signes de plus en plus clairs pour dire qu'ils ne veulent plus trop de petits acteurs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas des acteurs innovants,
mais ils veulent des acteurs qui opèrent de l'innovation dans un cadre sécurisé. Et donc on revient aux fondamentaux des 3 piliers, qui sont, effectivement, on fait de la gestion, il faut du talent dans la gestion, il faut un savoir-faire spécifique dont on puisse se faire l'avocat, il faut bien le faire savoir, donc il faut le vendre, et puis il faut s'appuyer sur une infrastructure qui rassure, et des partenaires et des prestataires qui rassurent tout le monde. S'il manque un tout petit bout d'un de ces 3-là, ça ne marche plus. Hein, voilà. Donc retour au bon sens, Retour aux fondamentaux. aux fondamentaux. Merci messieurs de vous être prêtés à l'exercice, et puis bravo.